Il faudrait écrire pour un journal comme on marche dans la rue. On marche, on écrit, on traverse la ville. Elle est traversée, elle cesse, la marche continue. De même, on traverse le temps, une date, une journée. Et puis elle est traversée, cesse. Je crois que je vais écrire à propos de la pluie. Il pleut. Depuis le 15 juin, il pleut. Il pleut sur la mer, sur les forêts, la plage vide. Il n'y a pas les parasols même fermés de l'été. Le seul mouvement sur les hectares de sable, les colonies de vacances. Cette année, ils sont très petits, il me semble. De temps en temps, les moniteurs les lâchent sur la plage, cela afin de ne pas devenir fous. Ils arrivent en criant, ils traversent la pluie, ils courent le long de la mer, ils hurlent de joie, ils se battent avec le sable mouillé. Au bout d'une heure, ils sont inutilisables, alors on les rentre. On les fait chanter, les lauriers sont coupés. Sauf un. Un qui regarde. « Tu ne cours pas ?» Il dit non. Bon. Il regarde les autres chanter, on lui demande « Tu ne chantes pas ?» Il dit non. Puis il se tait. Il pleure. On lui demande « Pourquoi tu pleures ?» Il dit que s'il le disait, on ne comprendrait pas ce qu'il dirait, que ce n'est pas la peine qu'il le dise. Il pleut sur les roches noires, les coteaux argileux des roches noires, cette argile partout percée de sources douces qui peu à peu avance, glisse vers la mer. Oui, il y a 10 kilomètres de ces collines d'argile sorties des mains de Dieu, de quoi construire une cité de 100 000 habitants, mais voilà, pour une fois, non, ce n'est pas possible. Il pleut donc aussi sur le granit noir et sur la mer et il n'y a personne pour voir. Sauf l'enfant, et moi qui le vois. L'été n'est pas arrivé. À sa place, ce temps qu'on ne peut pas classer, dont on ne peut pas dire quel il est, dressé entre les hommes et la nature, il est une paroi opaque faite d'eau et de brouillard. La mer est dans les embruns, enfouie. Loin, elle est parsemée de brésures blanches. Près, elle est pleinement blanche, blanche à foison. Sans fin, elle dispense de grandes brassées de blancheur, des embrassements de plus en plus vastes, comme si elle ramassait, emportait vers son règne une mystérieuse pâture de sable et de lumière. Derrière cette paroi, la ville est pleine, enfermée dans les locations, les pensions grises des rues à l'anglaise. Seul mouvement, ces traversées éblouissantes des enfants qui déferlent de la colline dans les cris sans fin. Depuis le 1er juillet, la ville est passée de 8 000 à 100 000 habitants. Mais on ne les voit pas, les rues sont vides. On murmure « Il y en a ?» Ils repartent découragés. Le commerce tremble. Depuis le 1er juillet ici, les prix n'avaient fait que doubler. En août, ils triplent. S'ils partent, qu'allons-nous devenir ? Il y a des signes avant-coureurs d'un nouveau bonheur, d'une nouvelle joie. Cela circule déjà dans ce désastre chaque jour tristement relaté par nos gouverneurs. Dans les rues, il y a des gens seuls qui marchent dans le vent. Ils sont recouverts de caouets, leurs yeux souris, se regardent. La nouvelle est arrivée à travers la tempête d'un nouvel effort demandé aux Français en vue d'une année difficile qui vient, de mauvais semestres, de jours maigres et tristes de chômage accru. On ne sait plus de quel effort il s'agit, de quelle année, pourquoi tout à coup différente. On ne peut plus entendre ce monsieur qui parle pour annoncer qu'il y a du nouveau et qu'il est là avec nous face à l'adversité. On ne peut plus du tout le voir ni l'entendre. Menteurs tous. Il pleut sur les arbres, sur les troènes en fleurs partout. Jusqu'à Glasgow, Édimbourg, Dublin, ces mots, pluie et vent froid. On voudrait que tout fût de cet infini de la mer et de l'enfant qui pleure. Les mouettes sont tournées vers le large, plumage lissé par le vent fort. Fondues à la tempête, elles guettent la désorientation de la pluie. Toujours cet enfant seul qui ne court ni ne chante, qui pleure. On lui dit « Tu ne dors pas ?»
il dit non, et que la mer est haute en ce moment, et que le vent est plus fort et qu'il l'entend à travers les toiles. Puis il se tait. Serait-il malheureux ici? Il ne répond pas. Il fait un signe d'on ne sait quoi, comme celui d'une légère douleur, d'une ignorance dont il s'excuserait. Il sourit aussi peut-être. Et tout à coup on voit. On ne le questionne plus. On recule. On le laisse. On voit. On voit que la splendeur de la mer est là aussi, là dans les yeux de l'enfant. La brume recouvre la totalité du ciel. Elle est d'une épaisseur insondable, vaste comme l'Europe, arrêtée. C'est le 13 juillet. Les sportifs français vont participer aux Jeux olympiques de Moscou. Jusqu'à la dernière minute, on a espéré que certains n'iraient pas, mais non, cela s'est confirmé. Pendant un long moment ce matin, une lumière de soleil s'est glissée entre la tempête et le vent. 2 heures. Et puis ça a été recouvert. On a retrouvé M. Maury-Laribière. Même si on m'incite au meurtre, même si on me montre Maury-Laribière pleurant dans les bras de ses ouvriers, je le laisse en vie. Je ne tue personne, même pas Schleyer, même pas ceux qui tuent jamais. Je vois que le crime politique est toujours fasciste, que lorsque la gauche tue, elle dialogue avec le fascisme et avec personne d'autre, absolument personne d'autre, que la liquidation de la vie est un jeu fasciste comme le tir au pigeon et que cela se passe entre eux, entre tueurs. Je vois que le crime, quel qu'il soit, relève de la bêtise essentielle du monde, celle de la force, de l'arme, et que la majeure partie des peuples craignent et révèrent cette bêtise comme le pouvoir même, que la honte c'est ça. L'enfant qui se tait regarde toujours tout alentour de lui, la haute mer, les plages vides. Ses yeux sont gris comme l'orage, la pierre, la mer, l'intelligence immanente de la matière, de la vie. Gris, les yeux couleur du gris, comme une teinte extérieure posée sur la force fabuleuse de leur regard. On le laisse sortir de la tente, lui ne se sauvera pas. On lui demande « Tu penses à quoi tout le temps ?» Il dit à rien. À l'intérieur de la tente, les autres chantent encore « Les lauriers sont coupés ». Dans la ville, les gens rechargent les bagages dans les coffres des autos. La colère des chefs de famille se reporte contre les bagages, les femmes, les enfants, les chats, les chiens. Dans toutes les classes sociales, les chefs hurlent au moment des bagages, quelquefois tombent de hurler et en ont des crises cardiaques, tandis que les femmes, un petit sourire de peur sur les lèvres, s'excusent d'exister, d'avoir commis les enfants, la pluie, le vent, tout cet été de malheur. Il a plu hier toute la journée. Alors des gens sont sortis dans le vent et la pluie. À la fin, ils se sont décidés. Ils se sont recouverts de tout ce qu'ils ont trouvé, d'imperméables, de couvertures, de sacs à provisions, de bâches, et on a vu marcher des hordes de migrants, tête basse contre le vent et la pluie, dans une impressionnante égalité d'allure et de forme. Nous avons tous pris l'aspect de la misère. Nous ruisselons comme les murs, les arbres, les cafés. Nous ne sommes plus ni laids, ni beaux, ni vieux, ni jeunes. Nous sommes les 300 000 individus du complexe Trouville-Deauville relégués dans l'été de la pluie. À 90% des familles. Le problème est de savoir où se mettre, quoi faire de son automobile et de son propre volume. Le café reste idéal avec un expresso, 3 francs, on passe 2 heures à l'abri, moins cher que le parking. Alors les dirigeants du trust de la limonade ont supprimé le café. La pancarte est partout sur les percolateurs. Machine en panne. Les familles font des pique-niques dans les abris de Caux, dans les garages de poids lourds, les hangars bombardés du vieux port de Honfleur, dans la rouille, les orties, les dépôts de butane, les cabines de bain, les chantiers. Que sont les soirées devenues oisives et lentes de l'été, étirées jusqu'à la dernière lueur, jusqu'au vertige de l'amour même, de ses sanglots, de ses larmes.
La tempête a été soudaine. Le vent est arrivé comme d'une fabuleuse soufflerie. Il n'a pas lâché prise pendant 7 heures de rang. Il a enlevé le chapiteau d'un manège, des caravanes, des bateaux de plaisance, un enfant. Des forces contradictoires ont joué entre les vents, les courants, les dieux. La pluie a cessé, le ciel s'est ouvert et le soleil est apparu. Il est là, milliardaire dans le ciel nu. Et dessous il y a les gens. Par milliers ils sont sortis de leur maison et ils ont recouvert la plage de leur corps allongés. On a entendu qu'ils disaient « Ah, le soleil, enfin! Moi, il me faut le soleil c'est la vie !» Puis ils se sont tus, et l'ennui est tombé sur la plage, celui de la fixité du beau temps à ces latitudes-là, celui de la disparition du mouvement dans ces ciels de passage, du passage des pluies. Les hectares de sable ont été rendus aux adultes. C'est vrai, les enfants dérangent. On peut ni dormir, ni lire, ni parler quand il y a des enfants. Les enfants, c'est presque aussi terrible que la vie. Il était une fois, dit la jeune monitrice, un petit garçon qui s'appelait David. Il était blond, il était sage. Il était parti faire le tour du monde sur un grand bateau qu'on appelait l'Amiral System. Et voilà que la mer devient mauvaise, très mauvaise. En Iran, le gouvernement de la mort a pris définitivement le pouvoir. Le parti le plus fort se reconnaît à sa potentialité de mort, sa faculté plus ou moins grande de l'administrer. Ils ont tué des voleurs à la tire, ils tuent des trafiquants de drogue, et ils tuent des homosexuels. Cela parce qu'en Iran, comme en Russie soviétique, l'aveu de facto de l'homosexualité face à l'opprobre populaire et gouvernemental se pose en équivalence à un acte politique majeur qui a valeur souveraine d'exemple quant à l'expression de toutes les autres libertés de l'être humain, depuis celle du choix de sa spiritualité jusqu'à celle de la conduite de son corps. Il est dans la logique du fascisme de punir les homos et les femmes. Et puis le 25 juillet est arrivé, sans crier gare, comme le cyclone, caniculaire. Le soleil était là, fixe comme la loi, et il a fait 30 degrés à l'ombre. Et puis la plage a été abandonnée, et les gens sont allés s'allonger à l'ombre des arbres, des toiles, des murs de ces grands hôtels délaissés derrière lesquels on attendait le soir pour s'en aller sortir dehors, il y a de cela une 50aine d'années. Et puis de nouveau, une fois le fort de la chaleur brisé, les gens sont revenus. Et il y a eu, étalé sur cette plage, un quotient d'intelligence inférieur à celui qu'il eût été si ces gens avaient été par exemple des vikings, des juifs, des chiites, des mandchous en train d'adorer leur dieu ou leur mort il y a 10 000 ans. Et de cela, moi je suis sûr. Et cela, moi je le sais, que de ce côté-ci de la plage ils sont tous riches parce que tous doués de l'intelligence actuellement en cours, la seule qui nourrisse son sujet, celle de la bêtise positive, fiable, non dotée de pensée mais d'irrépressible logique et qui exclut de son trajet de plus en plus rétréci tout ce qui ne concerne pas sa propre causalité, je le sais. Voilà qui sont ces gens, qui sont des supérieurs et qui ont des supérieurs, et qui signent leurs lettres, veuillez agréer, monsieur le supérieur, l'expression de mes sentiments les plus rabougris. Ils sont les milliardaires des lieux, ne sont plus qu'eux-mêmes, rien d'autre qu'eux-mêmes, à ne même plus pouvoir concevoir que ce qu'ils ont fait, ce n'était pas la peine de le faire. Les têtes chercheuses des missiles, les cartes bancaires internationales et les moulins à café. La grande disponibilité de l'homme face à sa création a été abandonnée, oui.